Stéphanie Demuru. Il est 8h17, soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio. Mon invité politique, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Bonjour Olivia Grégoire, merci d'être avec nous ce matin. Alors le mois dernier, avec Bruno Le Maire, vous vous étiez engagé à une baisse des prix dans l'alimentaire pour lutter contre les effets de l'inflation que subissent durement les Français. Vous négociez depuis plusieurs semaines déjà avec les industriels. Ces derniers ont annoncé hier qu'une quarantaine d'entreprises de l'agroalimentaire s'étaient engagées à faire un effort sur les prix de près de 1000 produits. Vous nous le confirmez ce matin, à quoi s'engage-t-il concrètement ? Je vous le confirme ce matin, déjà pour être très clair, que les auditeurs sachent aussi qu'effectivement on sort d'une période d'inflation alimentaire importante. Elle était à plus de 15%, cette inflation alimentaire, quasiment 16% au mois de mars. Elle est à 13,6% au mois de juin. La baisse est en train de s'amorcer. Très concrètement, nous avons demandé avec Bruno Le Maire depuis maintenant plusieurs semaines aux 75 plus gros industriels de l'industrie agroalimentaire de baisser leurs prix rapidement avec une règle. Ceux qui baissent leurs prix doivent être ceux qui effectivement voient le cours des matières premières baisser. Nous arrivons donc à une quarantaine de gros industriels qui vont faire un effort très concret de moins 5 à moins 7, 8%. Dès le mois de juillet, donc les Français vont le voir dans les jours qui viennent, le voient déjà. Et je veux être très concrète ce matin, je parle ici de produits dont les cours ont baissé. Les pâtes alimentaires, l'huile de tournesol, le thé, le vinaigre, la volaille, le snacking, les yaourts, des aliments pour animaux aussi, vous savez qu'ils avaient lourdement augmenté, mais aussi des gâteaux, des confitures. Et très concrètement, ça se voit dès maintenant dans les rayons et ça va continuer tout l'été. Il faut expliquer aux gens, parce que les gens entendent sur 75 qu'une quarantaine seulement, je dirais, ont pris ces mesures. Pourquoi les autres ne l'ont pas fait ? Je me permets de détailler. Alors, pardonnez-moi d'abord sur cette baisse, si vous me permettez, vous dites 5 à 7% en moyenne, vous dites on sort de l'inflation, alors on n'en sort pas complètement, vous l'avez dit, 13,6%. Ça peut pas être du jour au lendemain. Oui, bien sûr, mais c'est encore c'est important, mais c'est en baisse. Vous savez que si on va pas faire des calculs savants, mais enfin sur un paquet de biscuits, ça fait quoi, quelques centimes à peine sur les produits que vous nous avez cités. Vous savez, les Français demandent davantage d'efforts. Mais les Français sont des gens intelligents. Les Français ont vu les hausses des prix aussi. Et les hausses se sont faites par paliers l'an passé. Les prix n'ont pas pris 15% du jour au lendemain. Ils ont fonctionné par paliers. Là, je vous dis qu'on a une inflation aux alentours de 13%. Quand je parle d'une baisse de moins 7%, c'est quand même visible dans les rayons. Parfois, il s'agit de quelques centimes sur certains produits, mais parfois, ça peut être quelques euros. Et ce qui compte, c'est que cumulé à la fin sur un panier en caisse, la baisse, elle est là. Donc les baisses, elles se font aussi par palier, mais un palier de 5 à 7% sur une inflation à 13,6, ce sont des paliers importants. L'inflation, elle prendra un peu de temps pour baisser. Ce qui est important, c'est qu'elle ait commencé sa décrue et que ça se sente dans les paniers dès cet été. Les industriels, en tout cas, n'octroient pas forcément les mêmes réductions à tel distributeur. D'autres les communiquent pas. Comment le consommateur peut y voir clair ? Parce que si on va dans un supermarché qui a un produit qui est cher, mais en même temps que l'autre a baissé, enfin voilà, on ne s'en sort pas vraiment. D'abord, les consommateurs, depuis cette fièvre inflationniste, depuis maintenant 1 an, ils font quelque chose de très notable. L'ensemble des acteurs de la grande distribution en attestent. C'est que les gens étant intelligents, ils font le tri dans les prix. Donc ils vont peut-être aller dans un hypermarché A pour acheter les gâteaux et dans un hypermarché B pour aller acheter les boissons. Oui, mais moi j'ai pas à commenter, c'est une réalité de fait de consommation. Les gens ont compris qu'il y avait des produits plus intéressants ou des trimestres anti-inflation sur des marques distributeurs plus intéressantes dans certaines enseignes que d'autres. Donc n'oublions jamais que le consommateur est quand même le juge de paix dans ces questions. Après, je vois tous les débats sur oui, mais les industriels ont fait certaines promotions à certains distributeurs, certains font des promotions, d'autres font des renégociations. C'est ce que je vous dis, on a du mal à y voir clair. Oui, mais moi j'ai un seul message. Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce que je cherche en tant que ministre de la Consommation aux côtés de Bruno Le Maire ? À ce que, à la caisse, pendant les vacances, dès cet été, à la rentrée, les gens, les ménages, les citoyens voient les prix baisser. Que ça passe par une remise sur facture ou que ça passe par une renégociation commerciale, ce sont un peu des débats d'experts qui relèvent, je dirais, de la communauté de l'agroalimentaire. Tout ce qui compte, et notre combat depuis 6 mois avec Bruno Le Maire, c'est faire baisser les prix côté distributeur, trimestre anti-inflation prolongé pour certains jusqu'à la fin de l'année, et renégocier. On a bien compris, et on voit qu'il y a des progrès. Vous parlez de remise sur facture, ça veut dire qu'en gros, c'est aux distributeurs de les répercuter sur les prix. Est-ce qu'on peut leur faire confiance ?
Vous savez, quand on est ministre, on ne doit pas être dans le subjectif et les états d'âme. Moi, je ne pars pas de postulats de confiance ou de défiance vis-à-vis des acteurs économiques. Il n'y a que le réel qui m'importe. Il y a à Bercy une administration qui s'appelle la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, DGCCRF. Ils font des relevés de prix dans les supermarchés de France. Ils sont en ce moment même et depuis des semaines en train de vérifier très concrètement votre question. Est-ce que les baisses de prix sont répercutées intégralement par les distributeurs? Donc ils sont en train de travailler. Nous aurons des relevés durant l'été, mais nous observons, et nous s'ils ne le font pas, alors qu'est-ce qui se passe? Mais partons du postulat qu'ils vont le faire. On peut être un peu positif aussi. Vous voyez bien qu'on a demandé. Positive, là. Mais non, c'est pas ça. C'est que on peut aussi dire tout va mal et on pourrait être ce matin sur une inflation alimentaire à 20%. Enfin, je veux dire, il y a des pays en Europe qui l'ont connu. On a une inflation alimentaire qui baisse. On a aujourd'hui des industriels qui, pour 40 sur les 75 des plus gros, ont renégocié. Et on a une administration qui contrôle. Après, si on a des filous, si on a des industriels qui ont fait des baisses, des distributeurs qui ne les répercutent pas, nous n'aurons jamais de doute et nous ne tremblerons pas avec Bruno Le Maire pour citer les acteurs qui sont irresponsables dans la période. Effectivement, Bruno Le Maire avait parlé de ce fameux name and shame. Ça veut dire quoi? Qu'on va citer les marques pour que les consommateurs fassent le tri eux-mêmes, c'est ça? Ça veut dire vous que... engagez à le faire? Là, nous, ce qu'on voit, c'est qu'au bout d'un mois et demi, il y a des baisses. Si jamais, effectivement, il y avait soit des baisses qui n'étaient pas intégralement répercutées ou des baisses qui n'étaient pas mises en œuvre, alors nous n'hésiterions pas à dire les marques qui ne se comportent pas de façon responsable. Aujourd'hui, on a plutôt une majorité de marques qui ont enclenché des baisses de prix. Laissons au moins ces baisses commencer à vivre dans les rayons. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même 40 marques qui n'ont pas répondu à vos demandes pour l'instant, non, c'est ça? 35, et c'est ce que je voulais préciser tout à l'heure. Pourquoi? Parce que d'abord, ce que nous avons demandé, c'est que quand le prix des matières premières baisse, alors il faut baisser les prix. Bien, tous les prix des matières premières ne baissent pas. Il faut que les gens sachent que par exemple, le sucre, le plastique ne baisse pas. Donc, on a en réalité une vingtaine d'industriels qui n'arrivent pas à baisser leur prix parce que les cours ne baissent pas. Et on a aussi 13 industriels, il faut être précis, sur 75 qui sont exclus de ces renégociations parce qu'il y a derrière une chaîne importante avec nos agriculteurs, le lait, le porc en font partie. Ils ont été exclus des renégociations commerciales à notre demande. Oui. Parce que c'est bien joli de vouloir toujours baisser le prix du lait, c'est bien joli. Mais derrière, on tue des exploitations agricoles. Donc il faut avoir des positions équilibrées. 13 sont hors du jeu de la renégociation, 20 n'ont pas vu leur prix de matières premières baisser, 40 font un effort. Alors bon, ça tombe mal parce que c'est vrai qu'on ne se nourrit pas que de yaourt, d'huile et de coca. Ni de lait et de sucre exclusivement d'ailleurs. A priori. Quid justement de la viande, des légumes frais, vous le savez, hein, on assiste à une chute libre inquiétante depuis janvier de la consommation alimentaire à des niveaux qui datent peut-être de 2009, voire plus. C'est quelque chose qui vous inquiète parce que les Français finalement se privent aujourd'hui. Vous savez, moi j'observe que les Français font des choix. J'entends beaucoup de gens, et notamment au Parlement hier encore, qui surfent un peu, qui récupèrent aussi cette baisse de la consommation alimentaire. En réalité, les Français font des choix. On parlera peut-être du tourisme tout à l'heure. On est dans une époque estivale. Il y a aussi des choix qui sont faits. Peut-être que dans son comportement alimentaire, on a mangé un peu moins de viande parce que ça coûtait très cher. C'était la question du jour, effectivement. Eh bien, je vous confirme que la volaille baisse. La volaille baisse. Les poulets, les blancs de poulet, tout ça est en train de baisser dans les rayons. La volaille baisse. Le porc, le cours du porc ne baisse pas. Donc le porc ne baisse pas, mais la volaille baisse. En parallèle, les conserves de légumes baissent. Une très grande marque française, je ne suis pas là pour citer des marques et faire de la pub, mais est partie prenante des baisses de prix. Vous les verrez dans les rayons, elle est très connue et les baisses sont autour de 10%. Et ça va se poursuivre parce qu'il y a aussi des fournitures scolaires à l'entrée, évidemment. Oui, ça va se poursuivre. D'abord, ce sont des engagements sur plusieurs mois et nous referons le point dans 3 mois pour voir la réalité de ces baisses de prix. Sur les fournitures scolaires, vous savez, j'avais levé le sujet il y a quelques mois en demandant si on pouvait faire un effort du côté des distributeurs. La réalité, il y a 2 choses. C'est que, 1, le prix des fournitures scolaires n'a pas augmenté autant que l'inflation alimentaire. 2, c'est un peu technique mais important, il y avait beaucoup de stocks, ils avaient acheté beaucoup d'avance, les distributeurs, donc on est sur des prix qui sont moins forts et qui sont sur les stocks, donc on n'a pas le même type d'inflation sur les fournitures scolaires que sur l'inflation alimentaire. Et les distributeurs feront des opérations spéciales comme ils le font d'habitude, avec plus de promos très certainement cet été pour les fournitures scolaires. Et à noter que vous aviez de toute façon écarté le blocage des prix, ça n'a pas changé. J'ai pas écarté parce que c'est comme ça, un jour on était de mauvaise humeur, on a écarté parce que le blocage des
prix a démontré que ça ne fonctionnait pas. Ça crée de la pénurie. Et puis vous savez, les industriels, ils sont pas contraints, obligés, forcés de vendre en France. Si le blocage des prix ne leur convient pas, ils ne vendent plus aux distributeurs français, et donc il y a des produits qu'on ne trouve plus en rayon. Je suis pas sûr que les Français auraient apprécié. Olivier Grégoire, ça c'est pour l'alimentaire, mais il y a évidemment la question des carburants qui pèse énormément aussi dans le pouvoir d'achat des Français. Ça par exemple, les distributeurs de carburants ne semblent pas tous jouer le jeu, hein, selon plusieurs associations de consommation qui sont allées relever les prix dans des stations essence. Comment les obliger? Est-ce qu'on peut? Vous savez, déjà, sur les carburants, il y a deux types de distribution. Vous avez les acteurs des carburants, et puis vous avez aussi la grande distribution qui vend des carburants. Je ne veux pas mettre ce matin tout le monde dans le même panier. Il y a eu des efforts très importants sur les carburants du côté des distributeurs. Donc d'abord, il faut le dire. C'est pas le cas forcément chez tous les producteurs et extracteurs. Nous observons avec Bruno Le Maire, on en parlait il y a quelques jours encore, le fait qu'effectivement les cours baissent, en tout cas n'augmentent pas, et que ça ne se répercute pas nécessairement à la pompe. Nous avons donc demandé, et Bruno Le Maire a demandé, à ce qu'on nous fasse un rapport rapidement pour voir la réalité des prix, et s'il le faut, pour faire venir à Bercy, qui de droit, pour en discuter avec eux. On observe ça, mais ça c'est pareil. Il y a les relevés de prix des associations de consommateurs, il y a aussi les relevés de prix de la DGCCRF qui sont en train de les faire. J'ai encore beaucoup de questions parce que vous êtes la ministre du Commerce et du Tourisme, donc des répercussions après les émeutes. Tout d'abord les PME, 650 millions d'euros de dégâts, outre leurs assurances privées. L'État va-t-il aider ces commerçants qui se sont vus détruire leur outil de travail? Oui. D'abord, l'État va soutenir parce que moralement, c'est très difficile et nous avons beaucoup de commerçants indépendants, à peu près 1 millier de commerces qui ont été touchés, dont pas mal de commerçants indépendants, tout seuls, dans des toutes petites boutiques. Qui ont beaucoup souffert de ces émeutes. D'abord, on a mobilisé les assureurs dès le samedi suivant les émeutes. On a augmenté le délai de déclaration, 30 jours. On a demandé aux assureurs un engagement pour faire baisser les franchises au cas par cas pour les indépendants. On a proposé aussi du côté de l'État un étalement des charges fiscales, sociales, voire une annulation dans les cas les plus graves. Si votre boutique a été incendiée, l'État va pas vous mettre en risque en venant faire son prélèvement. Donc, j'ai à cœur de partager avec vous quand même une note d'espoir. 90% des commerces qui ont été touchés ont rouvert. C'est important. Et vous dire aussi que ceux qui ont été détruits ou qui n'ont pas pu ouvrir à cause de couvre-feu, c'est le cas dans certains coins de France, sont couverts par le chômage partiel pour ces entreprises détruites. Je vais vous dire ce matin note que c'est quand même l'État qui paye les dégâts des casseurs et les impôts. Non, ce sont les assureurs. Voilà, très clairement, 90%... Le chômage partiel, ce sont les assureurs? Non, mais 90% des commerces sont couverts par des assurances. Donc l'immense majorité des dommages, d'ailleurs ce chiffre vient des assureurs, est porté par les assureurs qui sont très engagés. Après que l'État reporte des charges pour éviter de faire couler des entreprises qui sont en situation difficile, c'est pas anormal. Je vais vous dire juste une chose ce matin que je vous annonce. Oui, allez-y. Oui, je travaille très concrètement et donc nous devrions prendre la parole dans les jours qui viennent avec Bruno Le Maire pour apporter une solution, pour avoir une action complémentaire à destination des entrepreneurs indépendants qui, eux, ne sont pas éligibles au chômage partiel. Et je suis en train de travailler activement pour apporter une solution à ces hommes et ces femmes qui doivent aussi continuer à vivre pendant les mois où leur boutique se reconstruit. Un mot sur le tourisme, bien sûr. Vous êtes délégué ministre du Tourisme, et également l'Office du tourisme de Paris a évoqué jusqu'à 25% de baisse début juillet, juste après les émeutes. C'est pas ce que vous avez constaté apparemment? Non, c'est pas ce que j'ai constaté et je vais aller plus loin, c'est pas la réalité. Voilà. Donc ça me met un peu en colère, je veux dire, et je connais très bien l'OTCP que vous citez, et son président d'ailleurs qui est revenu sur ces chiffres. On peut jouer à se faire peur. On peut jouer aussi à regarder ce qui marche bien. Le tourisme français se porte bien, nous n'avons pas de vague d'annulation, nous n'avons pas eu de départ anticipé et nous n'avons aucun vol à destination de Paris qui a été annulé. Donc, ne jouons pas à nous faire peur. Il y a, dès le 3 juillet, des réservations sont reparties. La seule journée où il y a eu un frémissement de baisse de moins 0,5, c'est le 2 juillet. Dès le 3 juillet, c'est reparti. On a tout pour faire une très belle saison. Et vous savez... On est l'artisan de son propre bonheur ou de son propre malheur. Les acteurs du tourisme le savent. Et à raconter parfois des âneries, on crée ses propres problèmes. Donc ces 25% sont des âneries, je veux être très clair. Il n'y a pas d'annulation. Olivier Grégoire, on attendait évidemment une prise de parole d'Emmanuel Macron, même s'il ne le fait pas chaque 14 juillet. Mais enfin, c'est la fin des... Merci de le rappeler. Oui, il l'a fait 2 fois sur 6. Mais tout de même, c'est la fin des 100 jours. Merci pour le ratio, je l'avais pas. Période d'apaisement.
Est-ce qu'il n'aurait pas dû prendre la parole, alors, le président de la République? Peu de temps, par expérience depuis 6 ans où je suis engagé à ses côtés, s'il avait pris la parole, je ne doute pas qu'il y aurait eu d'autres types d'éditos tout aussi négatifs. Qui prennent la parole ou qui prennent pas la parole, ça fait l'objet de commentaires divers et variés. Le président de la République a dit qu'il parlerait autour du 14 juillet. Si c'est le 17, je suis pas sûr, ou le 18, que ça change la face du monde. Et en hommage à un écrivain extraordinaire qui nous a quittés hier, je voulais partager avec vous cette phrase de l'immense Milan Kundera. Le souci de sa propre image, voilà l'incorrigible immaturité. Moi, je suis fier de servir un président qui n'est pas dans le souci permanent de sa propre image. Il parlera au moment où il le souhaitera, et très certainement à mi-juillet. Une toute dernière question, parce qu'on est vraiment à la fin. On voit ces festivités très gâchées, les forces de l'ordre, le raid dehors. Vous n'avez pas le sentiment que la France est prise en otage par une minorité? Qu'est-ce que ça dit de l'état de notre pays, très rapidement? C'est très difficile de répondre très rapidement. Je ne crois pas. J'ai à cœur de vous répondre dans le respect des journalistes. Non, la France n'est pas prise en otage par une minorité. Il y a toujours des dizaines de milliers de forces de l'ordre le 13 et le 14 juillet de sortie. Ça n'est pas nouveau. Le maintien de l'ordre est notre priorité absolue. Et moi, j'ai à cœur qu'on évite, dans cette société où la nuance n'a pas bonne cote, les caricatures et les généralités, et du côté de la jeunesse, et du côté des forces de l'ordre. On va passer le 14 juillet, et tout va bien se passer. Mais je pense qu'il faut faire très attention, surtout quand on est ministre, aux caricatures et aux généralités. Merci beaucoup, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Merci d'être venu nous voir. Merci, bonne journée. Merci.